Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. L'année dernière, dans le cadre du Festival des Mycéliades, nous avions reçu la visite du capitaine du Nexus 6, qui avait bien voulu faire escale à Quimper. Le podcast de notre rencontre est toujours disponible à l'écoute sur toutes les plateformes. Pour cette deuxième édition des Mycéliades, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Carassou, astrophysicien, et Étienne Ledollet, journaliste scientifique, qui sont aussi les vidéastes de la chaîne Le Sense of Wonder sur YouTube. Bonjour Sébastien, bonjour Étienne. Bonjour Marine. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu à Quimper pour une conférence de Sébastien sur Sommes-nous seuls, et puis aujourd'hui, samedi 3 février 2024, pour une conférence sur science et science-fiction sur Interstellar, dans le cadre du Festival des Mycéliades. Donc pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Festival des Mycéliades ? Oui, c'est un festival de science-fiction dont la première édition était l'année dernière, donc c'est la deuxième édition cette année. C'est un festival qui propose des diffusions de films scientifiques dans des cinémas, dans des médiathèques et dans des bibliothèques, de façon à proposer autour de ces séances des conférences avec des scientifiques, des vulgarisateurs, des auteurs, des autrices, des gens qui sont impliqués dans la diffusion de la culture scientifique, la représentation de tous ces concepts de science-fiction qu'on aime beaucoup. Effectivement, on les aime beaucoup. C'est pour ça que vous êtes là avec nous et qu'on avait choisi cette conférence ensemble sur science et science-fiction dans Interstellar. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le Sense of Wonder, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Alors, on est une chaîne de vulgarisation scientifique qui est disponible sur YouTube et qui parle d'astrophysique, de spatial, mais aussi de science-fiction. Donc, notre but, c'est de provoquer de l'émerveillement. C'est ça que ça veut dire, hein, Sense of Wonder, le sentiment d'émerveillement, qui est un mot qui vient de la science-fiction et qui désigne cette espèce de sentiment d'être confronté à quelque chose d'infini, de plus grand. Et c'est le sentiment qu'on aimerait transmettre à travers cette chaîne qui dispose de plein de formats, qui est absolument tout public et qui a pour but de faire rayonner la culture scientifique et la science-fiction dans la culture populaire. Alors, il y en a un de vous deux qui est astrophysicien, ou docteur en astrophysique, c'est la même chose ? Oui, docteur en astrophysique. Je suis plus dans un labo aujourd'hui, donc j'aime bien docteur en astrophysique. Docteur en astrophysique. Étienne, toi, tu es donc journaliste scientifique avec une formation en biologie, biochimie ? Biologie, c'est Biologie. Ça. Biologie cellulaire et physiologie. Alors, comment ensemble, ça fait le Sense of Wonder ? Vous êtes rencontrés comment ? C'est quoi l'idée au départ de la chaîne ? Pourquoi ? Étienne, c'est toi mon disque dur, donc c'est à toi de raconter. L'idée, en fait, c'était... au départ, je connaissais pas du tout Sébastien. J'étais pas dans le spatial. J'étais journaliste santé. Donc, je me suis inscrit sur Twitter. J'ai découvert Sébastien parce que son ancienne coloc était journaliste scientifique. Donc, elle retweetait les blogs le blog de Sébastien qui s'appelait déjà Le Sense of Wonder. Donc, j'ai découvert Sébastien comme ça. Et puis après, eh bien, il a posté un message sur du matériel audiovisuel. Je me dis tiens, il prépare quelque chose. Je lui propose mon aide, sans savoir de quoi il s'agissait. Et il s'agissait du Sense of Wonder il voulait adapter son blog sur YouTube. Donc ça c'était en 2014. C'était en 2014 en effet. Et après on s'est rencontrés en mars 2015. Et le premier épisode est sorti en mai 2015. Ça a été assez rapide. C'est ça, j'allais dire un disque dur externe, c'est la confirmation. Comment vous travaillez sur le Sense of Wonder ? C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes compétences exactement, les mêmes formations, le même parcours. Vous répartissez le travail, il y en a un qui fait les recherches, l'autre qui fait du montage, ou c'est vraiment au feeling, en fonction des épisodes, en fonction du thème, de votre appétence personnelle pour chacun des sujets. Comment vous travaillez ? Ça a plutôt changé au fil du temps. Au début, c'est surtout moi qui faisais de l'écriture et de la présentation, et Étienne qui était derrière la caméra et qui s'occupait du montage et de la technique. Au fil du temps, on a essayé de rendre la division des tâches un peu plus paritaire et aussi de faire quelque chose qui représente nos compétences, nos appétences et ce qu'on aimerait voir sur YouTube un petit peu plus. Donc ça a donné une série notamment qui s'appelle Scientifiction, qui est coécrite par moi et par Étienne et qui est co-présentée par moi et par Étienne et qui a pour but de montrer les liens d'inspiration mutuelle entre le spatial et la science-fiction,
à travers différentes œuvres, mais aussi à travers différents concepts comme l'ascenseur spatial, comme la fusée de Tintin, ou comme la recherche de civilisations extraterrestres. Et depuis, voilà, selon les thèmes dont on dispose, selon les lieux de tournage aussi, qui sont très très importants qui sélectionnent parfois les sujets sur lesquels qu'on va traiter. Donc on essaye, on n'a pas de master plan si tu veux. Ça se fait souvent selon les opportunités du moment. Mais on essaye de se répartir le travail au mieux. Moi, depuis que j'ai fini ma thèse, je me suis formé au montage et à la technique personnellement. Et puis Étienne, il écrit aussi maintenant plein d'épisodes. Donc voilà. Oui, puisque en fait au départ c'était toi l'astrophysicien, c'était toi l'expert qui pouvait prendre la parole, mais tu étais aussi impliqué dans ta thèse, donc c'est moi qui me suis occupé de vraiment toute la partie technique, de façon à ce que tu aies juste à arriver devant la caméra et à parler au public. Donc je me suis occupé de toute la production. Donc après moi étant journaliste scientifique, j'avais pas non plus envie d'être seulement le technicien de l'émission. J'avais envie d'apprendre tous ces sujets-là, donc j'ai fait un gros rattrapage pendant 2 ans. Et c'est ça en fait qui m'a permis de trouver un travail dans le spatial, alors que c'était pas du tout prévu au départ. Ça faisait pas partie de ma formation initiale, mais voilà, c'est ce qui m'a permis en fait. Donc j'ai trouvé ce travail en 2017, et en fait, en 1 an, j'ai eu à la fois suffisamment de compétences et de légitimité pour pouvoir prendre la parole aux côtés de Sébastien avec le premier épisode de science-fiction qui était sur le canon spatial de Jules Verne. Tout à fait. Et maintenant, tu as développé une vraie expertise dans le domaine du spatial et de son histoire, qui fait que, voilà, qui sont très alignés avec ce qu'on essaie de faire sur la chaîne et qui nous permet d'explorer des trucs qu'on verrait nulle part ailleurs en pratique. Oui, la question de la légitimité, comme ça, quand on fait une chaîne de vulgarisation sur YouTube, j'imagine que ça doit vous questionner pas mal. Alors, c'est plus facile peut-être dans ton cas, Sébastien, parce que tu as le diplôme de docteur en astrophysique qui valide aux yeux du public, en fait, la partie. J'imagine qu'effectivement, ce gros rattrapage, ça devait être hyper important pour toi. Mais bon, pour avoir assisté à la conférence, on sent les connaissances dans le domaine et puis on sent l'équilibre, en fait, entre vous dans la chaîne quand vous présentez des sujets. Est-ce que vous avez les mêmes sujets, un peu les mêmes marottes tous les deux, ou des marottes différentes et vous vous complétez et du coup vous vous nourrissez l'un l'autre dans vos petites marottes Je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes marottes. Alors, tu vas peut-être me corriger, hein, mais ça dépend des moments et ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on est très aligné et il y en a d'autres sur lesquels on n'est pas du tout aligné. Mais c'est pas grave parce qu'on bosse ensemble depuis suffisamment longtemps pour que chacun sache faire des compromis. Du coup, de toute façon, on a suffisamment d'idées pour arriver à tomber d'accord sur certains sujets. Hein. Exactement. On brasse tellement d'idées et de sujets qu'on finit. Je me souviens que dès la première année, on avait une quarantaine de sujets qu'on avait envie d'aborder. Tout à fait. On a un énorme PDF sur lesquels on a tous les sujets qu'on a envie de traiter et qu'on n'aura jamais les sous de traiter évidemment, mais qu'on a très très envie de faire à très très long terme si YouTube existe dans 200 ans. Mais en tout cas, ouais. On a des sujets d'intérêt commun et on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous satisfasse tous les deux et qu'on ait envie de présenter au public aussi. C'est aussi pour ça, c'est pas juste nos marottes à nous, c'est qu'on sent qu'il y a une utilité sociale à traiter certains sujets et à mettre de la démarche scientifique dans le grand public et puis de faire rayonner la culture de la science-fiction aussi parce qu'on est des gros nerds tous les deux et qu'on aimerait bien avoir plus de gros nerds dans la vie. Ouais, le monde serait assez sympa, effectivement. Tu parlais d'intérêt social, d'intérêt public sur vos vidéos de vulgarisation scientifique. Tu racontais des petites anecdotes assez rigolotes, c'est que plus jeune, tu étais dans la sphère complotiste. Oui. Et donc, on passe de la sphère complotiste à docteur en astrophysique. Je trouve ça assez formidable comme parcours. Mais du coup, il y a peut-être cette volonté-là aussi de porter aux gens des vérités scientifiques de façon simple, de façon à partager. C'est un peu ce qui vous anime aussi? Peut-être moins des vérités qu'une certaine démarche, une certaine approche de voir comment est-ce que les scientifiques ils traitent des problèmes aujourd'hui et c'est quoi les limites de ce qu'ils peuvent dire sur le monde. Donc ça c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et surtout c'est des histoires humaines. Donc la science c'est pas que la science, c'est aussi l'histoire des sciences. C'est ça qui est super intéressant. C'est bourré d'anecdotes, c'est bourré de rapports à la connaissance qui sont différents au fil du temps. Donc il y a ça.
Et il y a aussi le fait que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On parlait de la sphère complotiste. Oui, la sphère complotiste, tout à fait. Mais il y a aussi le côté esthétique, voilà. Pour moi, je considère que la vision du monde qui a été produite par les derniers 400 ans d'accumulation de connaissances, c'est une vision qui est extrêmement belle et que peu de gens connaissent au final. Et en fait, il y a juste un intérêt culturel, au-delà de la lutte contre l'obscurantisme, contre les complotistes, etc. Moi, c'est juste, c'est de savoir que une fleur, c'est pas juste une fleur, c'est un arrangement de quarks et d'électrons, c'est un arrangement de cellules, c'est un individu dans un écosystème, c'est un arrangement de schnops sur une planète habitable. Il y a plein de manières de voir cet objet différemment, qui sont complémentaires et qui enrichissent notre vision du monde. Donc c'est aussi ça que j'aimerais transmettre personnellement. Tu parles de l'histoire des sciences, ça me fait penser à toi, Étienne. Tout à l'heure, dans la conférence, tu parlais de toutes les idées qui ont sur la gravité artificielle et comment dans l'histoire des sciences, si on prend le fil, on commence à un point et puis on arrive à des films comme Interstellar avec cette gravité artificielle. C'est aussi une question qui te plaît, toi, décortiquer l'histoire des sciences par rapport à la science-fiction, remonter le fil comme ça? Oui, absolument. Je trouve en tant que journaliste scientifique, ce qui est le plus important pour moi que l'actualité, à proprement parler, c'est la vulgarisation, c'est-à-dire la mise en contexte de toute cette culture scientifique, ne pas prendre la science telle qu'elle arrive, telle qu'elle vient d'être produite par la recherche, mais d'apporter toujours beaucoup de contexte. Donc l'histoire des sciences aide à ça. Et aussi une chose que je me suis rendu compte, c'est que ça permet de créer de très belles histoires. Ça permet de raconter, de pouvoir s'approprier les questions que se posaient les scientifiques, quel était l'état des connaissances à leur époque, quelles questions ils se sont posées, comment ils y ont répondu. Et ça, je me suis rendu compte que c'était déjà moi, ça m'aidait beaucoup en tant qu'étudiant à m'approprier toutes ces connaissances-là. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était pas si courant que ça, ne serait-ce que dans les études de médecine, de biologie cellulaire, de physiologie. On n'aborde pas trop la partie histoire des sciences. À part dans des cours d'histoire de la médecine à proprement parler, hein, j'en ai eu, j'ai adoré ça d'ailleurs, mais ça permet, je trouve, en tant que scientifique, de pas avoir une approche au savoir qui soit trop directe en disant voici l'état des connaissances, mais dire voilà voici comment on est arrivé jusque là, voici quelles questions les scientifiques sont posées et voici quelles sont les questions qu'on se pose encore. Voici quelle est la bonne méthode scientifique pour essayer d'éviter les erreurs, de pas reproduire celles du passé. Et ça, je trouve que c'est ça qui est important de faire passer en tant que journaliste scientifique ou en tant que vulgarisateur, c'est d'apporter tout ce contexte, à savoir la science, c'est pas des découvertes qui tombent comme ça du ciel, ce sont avant tout des histoires humaines. Et du coup, tu appliques cette réflexion-là à la science-fiction aussi. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup parler de ce lien d'inspiration entre le spatial et la science-fiction, parce que au départ, il y a des idées scientifiques. Au départ, ça peut être des histoires de science-fiction, mais en fait, les uns lisent les autres et s'inspirent mutuellement. Et on voit, j'essaie de décortiquer ces liens d'inspiration, de voir comment en fait, tous les fondateurs de l'astronautique citent Jules Verne comme source d'inspiration, alors que pourtant, c'est un canon spatial, quoi. C'est pas des fusées. Donc, comment ils en sont arrivés là? Pourquoi est-ce que ça les a autant intéressés? Comment ils en sont arrivés, voire à développer dans le cas d'Hermann Oberth, par exemple, le fondateur de l'astronautique allemande. Comment lui, par exemple, il en est venu à imaginer les fusées parce que justement, les canons, c'était pas possible. C'était pas faisable pour aller sur la Lune, donc il fallait imaginer autre chose. Donc, oui, je trouve que c'est intéressant de pouvoir relier toutes ces histoires personnelles, toutes ces anecdotes. Je trouve ça non seulement enrichissant d'un point de vue intellectuel, mais c'est aussi, oui, touchant, émouvant de voir les humains derrière les scientifiques, de voir la science se créer, les histoires s'écrire. Alors, vous avez la casquette tous les deux de vulgarisateurs. Je trouve que c'est pas évident de vulgariser les sciences. Alors déjà, vulgariser les sciences humaines, c'est parfois compliqué, mais c'est sans doute un peu plus simple. Mais les sciences, ça a quand même une aura d'un quelque chose de très difficile. Et quand on dit docteur en astrophysique, ça en impose quand même. Et à côté, t'as des images, tu penses à Thomas Pesquet, tu penses à des gens comme ça, tu dis la NASA, tu vas dans l'espace, t'es pas à la portée du premier venu. Et pourtant, ça fait 2 jours, moi j'ai assisté aux conférences.
avec des concepts qui sont quand même pas évidents quand on n'a pas fait de sciences depuis longtemps ou quand on n'en a pas fait du tout, encore plus. Et pourtant, j'ai quand même à peu près tout compris. Je sais pas si j'ai tout retenu, mais j'ai tout compris. Merci beaucoup. Comment vous concevez vos épisodes comme ça, votre travail pour arriver à vulgariser des concepts qui sont très compliqués souvent et les rendre accessibles sans les dénaturer et les simplifier au maximum. Alors là, c'est un peu dénaturé, quoi. Ce qui peut être reproché à certains vulgarisateurs d'être trop simple. Comment vous trouvez votre limite? Alors personnellement, il y a une grosse réflexion en amont dans l'écriture des épisodes. Nos épisodes, ils sont toujours très scriptés. On n'a pas d'épisode où on fait du react en direct voilà, on n'est pas très à l'aise là-dedans, je pense, pour faire ce genre d'émission. Euh, pour ma part, il y a une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on veut transmettre. Donc ça part de quel concept on va aborder et quel concept on ne va pas aborder. Parfois, il y a trop de concepts qui sont abordés dans une vidéo, donc on va décider en deuxième relecture d'en jeter certains à la fin. Il y a aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on articule ces concepts entre eux pour pas faire quelque chose de trop scolaire. Donc en général, on va mettre de la mise en scène, on va mettre ouais. Enfin, ça dépend beaucoup des épisodes, donc c'est difficile de faire des généralités, mais on va parfois mettre beaucoup d'immersion dans les épisodes qu'on va faire, mettre des petites parties de fiction parfois quand on a les moyens de le faire, pour essayer de rendre palpables les concepts qu'on va aborder. Je pense notamment à une série qu'on a faite qui s'appelle Voyage vers Proxima B, dans laquelle personnellement j'incarne un pilote de vaisseau interstellaire qui est un vaisseau générationnel, donc qui est avec plusieurs générations de gens qui vivent dans le vaisseau et qui arrivent devant une exoplanète. Donc c'est la première fois qu'il voit une planète de sa vie, et donc ça met de l'humain un petit peu derrière ces concepts qui peuvent être un peu froids de vaisseau interstellaire, machin. Et puis ça permet aussi de les incarner, ces concepts, de les rendre palpables, de dire si on fait de la gravité artificielle, c'est pas juste des dessins sur des feuilles d'ingénieurs, c'est aussi un lieu de vie pour des gens, en tout cas dans le monde fictionnel qu'on a créé. Donc ouais, toujours mettre du sensible, du tangible dans ce qu'on va dire, dans la manière dont on veut vulgariser les sujets. Et je pense que c'est très très important pour que les gens puissent se l'approprier, non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, parce que c'est surtout ça l'idée de la chaîne, en tout cas à mon sens, c'est vraiment de créer cette émotion-là, de créer cette étincelle de curiosité qui n'existait peut-être pas forcément avant dans l'esprit du spectateur ou de la spectatrice, mais de leur faire se poser des questions qui ne se seraient jamais posées auparavant, et de montrer qu'il y a une richesse qui est insoupçonnée dans ce genre de concept. Donc moi, c'est ça que j'essaye quand j'écris des épisodes. Moi, de mon côté, je me pose surtout la question de comment, à qui je m'adresse en fait, à quel niveau est-ce que je dois essayer d'aller. En général, j'essaie de rendre ça accessible pour quelqu'un qui est sur la fin du collège, au début du lycée. Il faut éviter en fait le début de la spécialisation au lycée. S'il faut avoir fait un début de spécialisation scientifique pour comprendre nos épisodes, c'est qu'on loupe quelque chose. On loupe peut-être on commencerait à louper 50% des gens, je pense. Donc, au niveau scolaire, c'est ça que j'essaie de viser. Et puis ensuite, étant donné qu'on est une chaîne qui mise beaucoup sur la science-fiction, j'essaie de beaucoup miser sur les illustrations de science-fiction, des illustrations physiques, enfin des images, des vidéos aussi, parce que tous ces concepts scientifiques dont on parle, ils ont en général été très largement illustrés dans la science-fiction, et la science-fiction est de plus en plus populaire. C'est plus vraiment un genre de niche, c'est la culture geek l'a emporté là, depuis largement depuis les 15 dernières années. Donc la culture de science-fiction est de moins en moins élitiste, je pense, et c'est de plus en plus une culture populaire que les gens ont vu, dont avec lesquels de plus en plus de gens sont familiers. Surtout avec le retour de l'exploration spatiale qui donne lieu à beaucoup de films de science-fiction liés au spatial. Donc j'essaie depuis le début de regarder beaucoup de films, de lire beaucoup d'œuvres qui vont me permettre d'illustrer nos épisodes, de pouvoir parler de tous ces concepts. Tiens, voilà, on est en train de parler
du paradoxe des jumeaux, voilà comment ça s'intègre, par exemple, dans la planète des singes. Voilà, on essaie de faire appel à toute cette culture de science-fiction parce que les auteurs ont un peu familiarisé notre public à ça. Et nous, ça nous permet visuellement de pouvoir enrichir nos vidéos, de pouvoir faire tout de suite appel à cet imaginaire-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer l'écriture d'un épisode, d'être fixé sur un sujet et finalement d'y aller reculant en disant non, on va pas y arriver, là c'est trop compliqué, on trouve pas le bon angle d'attaque et du coup laisser poser, éventuellement reprendre après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ces petits cailloux comme ça de se dire bon, là c'est peut-être un peu compliqué à vulgariser ou on n'a pas le bon angle? Alors, tu vas peut-être me dire, mais je me rappelle surtout d'un moment où on devait faire un sujet, donc c'était la matière noire, on devait traiter de comment est-ce qu'on détecte des particules de matière noire. C'était lié à un lieu en particulier qui s'appelle le laboratoire souterrain à bas bruit, dans lequel on a fini par tourner, mais sur tout autre sujet, sur les ondes gravitationnelles, des espèces d'ondulations dans la trame de l'espace-temps. Et en fait, on s'est rendu compte au cours de l'écriture de l'épisode que le détecteur qui était dans ce laboratoire n'était plus utilisé depuis quelques années. Mais on s'en est rendu compte relativement tard. Quelques mois, je pense. Quelques mois. Ça, oui, c'était. Il était encore affiché sur le site du laboratoire. Tout à fait. Donc, on nous ont dit, venez tourner, on va regarder un peu ce qu'on a comme matériel pour faire les sujets. On dit, tiens, matière noire, vas-y, on y va. Et en fait, voilà. Donc au final, on a fini par faire un truc sur tout un autre sujet qui était tout aussi passionnant et peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc on est très très content d'avoir fait cet épisode-là. Mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. Du coup, Étienne, tu parlais de lier la science et la science-fiction quand tu écris pour illustrer. C'est le côté pop culture, mettre des petites références. Il y a des choses comme ça que tu glisses dans les épisodes pour accrocher tel ou tel spectateur dans le. Oui, tout à fait. Je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai beaucoup de références. Vous devriez voir la taille de son dossier de références filmiques sur son ordinateur. C'est quelque chose d'encyclopédique. C'est assez incroyable. Du coup, ça peut fournir plein d'épisodes. On est tranquille, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, étant donné que il y a énormément d'œuvres de science-fiction, j'ai du mal à tout voir, à tout lire, bien sûr. Mais ce qui fait que je finis par, plutôt que lorsque un épisode sort, je me dis bon, alors je vais me refaire toutes les œuvres qui concernent le sujet. En fait, j'en ai vu un certain nombre et j'ai pris des notes dans lesquelles je vais pouvoir faire une recherche. Je me dis tiens, j'ai onde gravitationnelle, Einstein. Je vais aller dans mes fichiers et faire une recherche dedans pour trouver les mots-clés. Et ensuite, j'ai souvent comme ça, que lorsque je regarde une œuvre, lorsque je regarde une série, par exemple, For All Mankind, je me dis tiens, là je viens de finir la saison 4. Je fais pause, je vais noter le timecode et je reprends le visionnage. Comme ça, la prochaine fois, lorsqu'on fera un épisode, je reprendrai mes notes en me disant, ça me permet de parcourir visuellement assez rapidement toutes les références auxquelles, où je me dis, là, franchement, c'est très bien illustré, c'est très bien raconté, je vais pouvoir facilement l'intégrer à notre épisode là. Si je vois que ça me parle moi, mais que ça s'intègre pas suffisamment bien à un épisode, je laisse passer, tant pis. Là, on sent bien la formation journalistique, quoi. Le petit travail de fourmi qui note, donc tu te promènes avec ton petit carnet ou tu notes quand tu vas au cinéma, un peu partout. Il n'apprécie plus jamais les œuvres de science-fiction. C'est ça. Est-ce que tu arrives à regarder un film sans prendre des notes? C'est rare. C'est rare, malheureusement, je dois l'avouer. Du coup, n'allez pas au cinéma avec Étienne, qu'il aura son portable pour noter les trucs pendant la séance. Ça m'arrive. Mais j'essaie de garder mon portable dans les séances de cinéma, à moins que ce soit vraiment très, très important. Mais de toute façon, à partir du moment où une œuvre est passée au cinéma, je la reverrai encore chez moi. Donc, ça pose pas trop de problèmes. Mais oui, c'est un petit travail de fourmi, systématique en fait. Mais ça peut être compliqué, donc c'est un passe-temps qui devient aussi un travail. J'ai toujours cette petite veilleuse qui est prête à s'allumer et dire c'est bon, je vais pouvoir trouver un extrait pour le Sense of Wonder.
Mais du coup, je me pose la question, comme vous travaillez science et science-fiction et que, écoute, tu en regardes pas mal, j'imagine que toi aussi, Sébastien, vous en lisez, vous en regardez beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas tenté à un moment d'être un peu, alors en anglais c'est le gatekeeping, c'est-à-dire de garder, d'être le gardien à la porte, là, dire non, vous rentrez pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de plus jamais réussir à avoir une œuvre de fiction détachée du côté scientifique et d'être pas trop tatillon sur tout ce que vous regardez, parce que parfois c'est un peu la contrainte. C'est bien, les médecins ne regardent pas forcément les séries médicales parce que ça les agace très vite. Ouais. Comment on fait pour apprécier encore la science-fiction et pas se gâcher cette merveilleuse partie de la production humaine quand on est spécialiste comme vous, quand même à un degré où là, vous maîtrisez quand même des concepts assez complexes. Alors personnellement, je pense pas être une personne très gatekeeping dans ma consommation de la science-fiction. J'ai beaucoup de tolérance sur la manière dont les concepts sont réinterprétés dans la fiction. Parfois, il y a des mots qui sont utilisés pour désigner d'autres concepts et c'est pas grave. C'est juste que ça fait partie du techno-blabla dont on a besoin pour pouvoir garantir la cohérence d'une œuvre. Mais justement, je pense que ce qui est important pour moi, c'est la cohérence interne d'une œuvre, c'est sa diégèse. Et quand un film ou une série ou quoi que ce soit déroge à cette règle, c'est là que ça commence c'est plus des règles de storytelling que des règles de purement scientifiques, quoi. On en parlait hier, mais il y a cet exemple un peu paradigmatique du film Fusion The Core, dans lequel ils utilisent une espèce de machine pour aller forer jusqu'au centre de la Terre, donc une machine qui utilise une foreuse en unobtainium. C'est un matériau, voilà, c'est le même dans Avatar, c'est un matériau magique qu'ils vantent comme indestructible, mais s'il est indestructible, comment est-ce qu'on en fait un vaisseau en fait? Donc la cohérence est brisée et moi je suis frustré, voilà. Donc j'aime bien que les films, que les œuvres de science-fiction prennent leur public, respectent leur public, tout simplement, respectent l'intelligence de leur public. Et ça veut pas forcément dire mettre 25 000 mots scientifiques à la minute, mais ça veut juste dire être cohérent avec ses personnages et l'histoire qu'on veut raconter. Et moi, je suis assez tolérant avec ça en général. T'es pas contre le concept du tais-toi, c'est magique, ça marche comme ça, du moment que c'est cohérent à l'intérieur d'une même œuvre. Donc, t'arrives à suspendre ta crédibilité comme ça. Ah oui, tout à fait. Ta crédibilité. Et toi, Étienne? Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est lorsque il peut y avoir des choses complètement extraordinaires, hein, comme disait Sébastien, peu importe, il faut que ce soit cohérent. Et ce que j'aime bien, c'est lorsque la méthodologie scientifique transparaît dans les personnages. C'est-à-dire que, comme le disait Isaac Asimov, que les scientifiques se comportent comme des scientifiques face à l'inconnu, que les ingénieurs se comportent comme des ingénieurs, et donc que la culture scientifique soit bien représentée dans une œuvre. C'est pas forcément moi j'aime bien par exemple les œuvres qui font où les scientifiques étudient la magie ou des choses comme ça. Ça me dérange absolument pas. Pour moi, ça veut pas dire que ça donne du crédit à tout ce qui est surnaturel. Au contraire, je trouve que ça permet de sensibiliser à la méthodologie scientifique, à la façon dont pensent les scientifiques. Si la magie existe dans votre univers, mais pas de problème. Pas de problème. Et ça permet justement de pouvoir sortir du cadre assez formel des sciences qui parfois sont un petit peu difficiles pour certains publics, ce que je peux comprendre. Ça permet d'apporter la méthodologie scientifique dans quelque chose de plus familier, de quelque chose qui parle davantage à un autre public, et c'est très bien, tant mieux. Alors du coup, j'ai envie de vous poser les mêmes questions que j'avais posées au Captain l'année dernière, des films ou des séries vraiment qui vous hérissent, parce que là, scientifiquement, non, vraiment, là, c'est pas possible pour vous. Là, c'est un non absolu. Ça va trop loin. Alors tu disais Fusion, The Core, là, c'était... C'est vraiment l'exemple parfait pour ça. Il faut que je réfléchisse. Là, tu n'y crois plus du tout, et non, c'est... Ouais, là, je sors du film. Ouais. Mais il faudrait que je réfléchisse. Moi, je sais pas trop en général. Déjà, j'essaie de les oublier, puis de toute façon, je les supprime de mes archives. Je ne les reverrai plus. Au revoir. Ah si, il y a Sunshine. Sunshine qui est un film que j'adore, mais qui part quand même du principe qu'on va redémarrer le soleil avec une bombe atomique. Laisse-moi deviner, le film est américain. Évidemment, évidemment.
Donc esthétiquement c'est un très beau film, mais juste les prémices du film est tellement débile que moi ça m'a sorti du film. Alors du coup, hier, on discutait du problème à 3 corps en sortant de la conférence et Étienne a dit quelque chose d'intéressant. Ça l'intéresse donc les scientifiques se comportent comme des scientifiques. Et toi, tu nous disais à Jeanne et moi hier que justement le problème à 3 corps, qui est quand même du coup assez reconnu en termes de livres de science-fiction, qui a plu à beaucoup de monde, que moi personnellement je trouve très aride et très difficile à lire. C'est un livre que je recommanderais pas du tout à quelqu'un qui a jamais lu de la science-fiction ou qui n'aime pas trop la hard science parce que c'est quand même voilà, faut quand même rentrer dedans. Tu disais que bah toi t'aimais pas parce qu'il y avait ce côté les scientifiques sont en carton-pâte, ils ont juste une étiquette de scientifique. Ça, donc t'es un peu comme Étienne en fait. Ça te. Mais j'aime bien en fait que les personnages soient des humains tout simplement. C'est pas juste des potiches pour faire passer des idées. Et je pense que c'est ce que fait Liu Cixin avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Hein. J'ai pas trouvé son histoire inintéressante, mais elle m'a agacé sur ce point en particulier que tous les personnages sont des caricatures de personnages. C'est pas des personnages avec une énorme intériorité. C'est juste des faire-valoir pour certaines idées. Ça peut être soit des idées environnementalistes, ça peut être des idées de la physique théorique, mais voilà, le personnage physicien théoricien, il va passer 100% de son existence à parler en expérience de pensée de physique. Il va jamais se servir un café comme tout le monde et parler du dernier match. Du coup, finalement, ouais, c'est pas tant la question scientifique dans le roman qui te déplaît ou te déplaît pas, mais vraiment, comme disait, le storytelling, quoi. Très littéraire, pour le coup. Absolument, absolument. J'aime bien me projeter dans des personnages, me dire que voilà, ils ont une intériorité, ils ont des désirs, ils ont et oui, on peut traiter de thèmes beaucoup plus vastes, voilà, de cosmologie, d'exobiologie, etc. Mais ça n'empêche pas en fait d'avoir de confronter toutes ces idées-là à des gens. Et il y a des gens qui font ça super bien, genre Robert Charles Winson par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Spin, qui a eu le prix Hugo il y a quelques années. Lui, il fait ça très bien. Il a des grandes idées. Alors, son idée de base, c'est que un jour, les étoiles disparaissent. Donc voilà, la Terre est enchâssée dans une espèce de truc. On ne sait pas exactement ce que c'est. L'humanité décide d'envoyer des sondes dans l'espace pour pouvoir voir qu'est-ce qui est dans les étoiles. Et à partir de là, ça part sur une toute autre histoire que je ne vais pas du tout spoiler. Mais les personnages principaux du livre, ce sont des vrais personnages en 3 dimensions. Et qui ont des aspirations, qui ont des drames personnels, et on s'attache à ces personnages-là sur toute la durée de l'histoire. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Alors du coup, je me souviens que ça fait partie des choses qui sont reprochées aussi justement à Isaac Asimov sur le fait de créer des personnages qui sont là pour servir avant tout l'histoire. Oui, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment beaucoup accroché à Fondation, qui est voilà l'œuvre la plus connue de science-fiction que tout le monde a aimé. Moi, Fondation, je considère que c'est 150-200 pages de 5 mecs autour d'une table qui parlent très sérieusement, et c'est tout. et j'ai un petit peu de mal avec ça. J'adore. Bah oui, voilà. Non, mais c'est vraiment une question de subjectivité. Hein. Mais ce que j'ai préféré d'Asimov, pour le coup, c'est L'homme bicentenaire, où là, on a le focus sur un seul personnage, qui est ce robot qui veut absolument devenir humain. Et là, on a accès à toute son intériorité. Et moi, c'est mon Asimov préféré, pour le coup. Alors, du coup, vous faites la transition très bien sans moi. Après les films ou les séries qui vous ont un peu hérissé, vos recommandations de science-fiction préférées, films, séries, livres. Alors toi, t'en as déjà donné quelques-unes. Peut-être qu'Étienne veut commencer. Bon, ouais, en général, déjà j'aime beaucoup Jurassic Park. C'est un film que j'aime beaucoup en tant que fan de SF et biologiste, mais aussi Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, qui date de 2014, je crois, quelque chose comme ça, et qui m'a donné vraiment un gros mind blown. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir le sujet du premier contact avec une civilisation extraterrestre adopté du point de vue d'une linguiste. Vraiment, c'était un coup de génie. C'est exactement ce genre d'œuvre que j'aime voir au cinéma. Donc j'en demande plus. J'aime après d'autres grands classiques, hein, genre par exemple Le Retour vers le futur. Ça c'est mes doudous. J'y reviens très régulièrement. Ouais. Très consensuel comme choix. Mais oui, il y a un chef-d'œuvre évidemment.
Moi, de mon côté, je recommanderais peut-être le dernier qui m'a vraiment marqué, c'est Mars Express de Jérémy Perrin, qui est un superbe film d'animation de SF français, indépendant. Voilà, c'est très oui. C'est très très oui. C'est un thriller qui se passe sur Mars et c'est magnifiquement réalisé. C'est du cyberpunk. C'est génial. Donc allez voir ça et surtout que c'est un ovni dans le paysage audiovisuel français parce qu'on a très peu de films de genre en France et encore moins de films d'animation de science-fiction. Donc j'aimerais plus voir ça et l'exemple de Mars Express montre que c'est possible de le faire bien et avec peu de budget et avec beaucoup de passion et de talent. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Et puis en livre, j'aurais tendance à recommander Becky Chambers, qui est mon autrice préférée du moment, qui a écrit un psaume pour les recyclés sauvages. C'est de la positive SF, du hope punk, je sais pas comment le désigner par son étiquette, même si c'est important les étiquettes. Mais voilà, ça raconte l'histoire d'une utopie au sens large, pas une utopie technologique, mais une utopie où on a justement laissé la technologie derrière nous, où on avait des robots dans le passé et maintenant on les a libérés dans la nature et on a laissé la moitié de la Terre complètement sauvage et on a décidé de reculer, de renoncer à certains progrès techniques pour se concentrer sur ce qui est le plus humain, le plus important, la convivialité, les relations très humaines pour le coup. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'une personne qui a des angoisses existentielles ou de l'anxiété arrive à vivre dans une telle utopie et comment elle trouve un sens à tout ça. Et c'est probablement ce que j'ai lu de plus beau en science-fiction depuis très très longtemps. Donc je le recommande à tout le monde de manière religieuse. Un roman à recommander, un ou plusieurs romans d'ailleurs, on prend. Roman, je sais pas trop. Ça fait un moment que j'ai pas lu de roman parce que j'ai tendance à être très plongé dans mes recherches en ce moment et à lire plutôt des bandes dessinées d'ailleurs en ce moment. J'ai lu Shangri-La de Mathieu Bablé. Là, je suis en train d'enchaîner avec Labyrinthe, qui est une bande dessinée française, ainsi que Renaissance, pareil. Mais en termes de romans, j'en ai pas particulièrement qui me viennent tout de suite. Là, je suis plutôt en général, je suis plutôt dans les biographies et les histoires des sciences en ce moment. Un de tes romans doudou, que tu pourrais relire, pas de problème. Allez, comme Retour vers le futur, mais en roman. En roman, que je pourrais relire, sûrement Dune. Choix consensuel là Très aussi. élément, voilà. Mais oui, forcément, j'ai vu le film de David Lynch j'avais 9 ans, peut-être 10. C'est tôt pour voir Sting en slip. Hein. Ah ouais, ça. Et voir le ballon Harkonnen C'est clair. Retirer une sonde sur le cœur. J'avais voulu oublier ça. Mais oui, je l'ai lu un an plus tard et ça a été une grande claque. Pour moi, ça a été vraiment la découverte d'une œuvre au monde. Vraiment, d'une œuvre qui est tellement riche qu'on a l'impression que l'auteur nous raconte ce monde qui existe depuis des milliers d'années. On a un peu ce sentiment-là aussi avec Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Et oui, Dune, je trouve que c'est une très grande source d'inspiration. Puis j'ai envie de dire, c'est de la science-fiction qui déborde. Parce que en termes de thème, c'est extrêmement vaste. On se retrouve en plus avec des citations de philosophie en début de chapitre, avec par des personnages historiques, donc on devine qui arrivent plus tard dans l'histoire. Donc ça crée en fait tout un contexte. On a l'impression que le monde existe en dehors du livre, et ça c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort de la part d'un auteur, et quand je serai grand, je serai Frank Herbert. Et le film de Villeneuve, du coup, oui ou non? C'est oui, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose, je pense que j'aurais pas fait comme ça, mais c'est bon, c'est toujours la question d'interprétation personnelle. Non, les films de Villeneuve, je trouve qu'il est très réussi. Il arrive un petit peu dans en termes de longueur, il arrive justement entre le film de David Lynch qui avait tendance à être très raccourci, très un peu trop synthétisé. Oui, pour les fans, c'était pas une très bonne adaptation. À l'inverse, la série du début des années 2000, entre 2000 et 2003,
était davantage prenait davantage de temps parce que c'était une mini-série, donc on allait davantage dans toute la richesse de cet univers. Et justement, l'avantage de Denis Villeneuve, c'est que en proposant un film en 2 parties, de chacune plus de 2 heures, j'imagine, quelque chose comme ça. C'est long. C'est vraiment, Ouais, c'est c'est un vraiment gros film. long. Je trouve qu'il arrive à vraiment rendre hommage à Frank Herbert, à toutes ses idées, à toutes les représentations, parce que on a un certain nombre de planètes, de civilisations, avec des idées très différentes en termes politiques. Et à réussir à rendre ça à l'écran, c'est vraiment difficile. Et respect à tous ceux qui ont réussi à adapter Dune, mais aux tentatives inabouties aussi, parce qu'il y en a eu. Une tentative rigolote. Eh bien, merci Sébastien, merci Étienne d'avoir été avec nous pour le lancement des Mycéliades. Et à très bientôt. Merci.